On apprend la médecine qu'une fois qu'on est médecin. Nos maîtres nous ont pas tout dit, d'ailleurs le savaient-ils eux-mêmes. C'était plutôt, bon moi je vous parle de 30-35 ans en arrière, c'était presque du compagnonnage. Nous n'avions pas les séminaires, les congrès dont nous disposons à l'heure actuelle. Donc j'étais médecin généraliste, mais je m'étais déjà formé à la médecine du sport. Je suis originaire de Montpellier, mais j'ai fait médecine du sport à Lyon parce que j'ai voulu voir un peu d'autres choses. J'étais interne à l'hôpital de Chambéry, je faisais les allers-retours à Lyon. Et pour cette spécialité qui est passionnante, je me suis rendu compte que si les diagnostics évoluaient très vite avec des discriminations de lésions très étroites, eh bien, les traitements étaient toujours les mêmes, décontractants, anti-inflammatoires, antalgiques. Et donc je suis resté sur ma faim et rapidement, une fois que j'ai été installé en tant que médecin du sport, je suis passé à la mésothérapie. J'étais un ami très particulier du docteur Pistor qui m'a confié des responsabilités. J'ai même fait à l'hôpital de Montpellier, j'avais 2 vacations hospitalières pour faire des études en double aveugle car je voulais savoir, je voulais faire des études. Hein, la fameuse phrase « je ne sais pas comment ça marche mais ça marche », ça ne m'allait pas du tout. Donc la méso a été vite dépassée, je me suis rendu compte qu'on avait des échecs, je suis passé à l'ostéo, que je pratique toujours. Dans un de ses livres sur l'ostéo, il existe une préface de mon ami Laurent Blanc, champion du monde, qui m'appelait l'homme aux doigts d'or. Mais je me suis rendu compte aussi que l'ostéopathie avait ses limites et qu'il y avait chez le commun des mortels des lésions qui revenaient sans cesse et qu'il ne fallait pas sans cesse manipuler et plutôt trouver la cause. Approche plutôt vers après la posturologie. Et c'est comme ça que je suis passé à la posturologie. Et puis je me suis rendu compte que l'ostéopathie, c'est un peu agressif quand même quand c'est trop répété. Donc la posturo permettait de calmer le jeu et la réflexo était aussi une alternative. Et donc c'est là que j'ai eu la chance qu'on me mette en rapport avec le docteur Bourdiol qui très vite m'a confié dans son groupe de recherche. La recherche était chargée de recherche. Autrement dit, quand on avait une idée, on en débattait entre nous. Et moi, avec la clientèle de sportifs de haut niveau, parce que j'avais des gens comme Laurent Blanc, Cantona, etc. Je faisais des études statistiques très rapidement. Il m'arrivait de présenter en 6 mois une étude sur 1634 cas. Donc on était significatif. Et Bourdiol, voilà, on correspondait très, très souvent ensemble hein, sur ce sujet. Alors, vous avez un petit peu d'acupuncture. Est-ce que vous avez aussi... J'ai des connaissances en acupuncture, mais j'ai vite dévié vers la réflexothérapie car mon organisation cérébrale d'occidentale ne s'accordait pas trop avec une médecine orientale. Voilà, je n'ai pas été trop formaté pour ça, d'où les images que je vous... C'est plutôt une acupuncture scientifique, un peu type... Neuro, réflexothérapie, fréquentielle, parce qu'on rajoute aux fréquences. Alors si vous voulez, c'est une fusée à 2 étages. Il faut savoir que pour des raisons d'objectivité, lorsqu'il y a une commotion cérébrale, elle est confiée à un référent neurologue extérieur au club. Et c'est lui qui va décider à quel moment le joueur, sur le plan neurologique, peut reprendre le sport et le contact. Donc les médecins du club ne sont plus influencés, nous ne subissons plus de pression. À partir de ce moment-là, je commence à rentrer en jeu. En début de saison, je vois tous les joueurs. Je les analyse sur le plan postural et c'est là que la posture rejoint un petit peu l'énergétique et la réflexo. Et entre autres, au niveau postural, je m'intéresse énormément au système visuel. Et au système visuel dans sa globalité. La vue, la vision et la cognitivité visuelle. Et nous faisons des bilans de ces 3 facteurs en début de saison, car s'il y a une commotion, ils vont être altérés, il faut avoir toujours le référentiel de base. Le référentiel n'est pas toujours normal, parce que certains joueurs qui nous arrivent en fin de carrière et qui sont déjà champions du monde ont déjà des commotions derrière eux. Et ce que je veux voir, moi, c'est la différence qu'il y a entre le bilan de début de saison et la commotion qu'ils ont subie. Et je peux dire, il n'y a pas de répercussion. Vous avez une référence. Le référentiel, c'est fondamental. Le référentiel, même en posture, hein, quand notre demi d'ouverture qui joue en équipe de France à l'époque s'était cassé le tibia, la première chose qu'il m'a dit, tu as mes mesures pour voir après comment ça va se passer, si le tibia est raccourci ou pas. J'ai dit, écoute, je les ai au coffre-fort, c'est fondamental. Tout à fait, puisque le panneau du Milta permet d'appréhender l'encéphalique.
je n'ai pas insisté, mais la fréquence D, quand je l'ai présentée avec son évolution embryologique fréquentielle, c'est la fréquence de l'axe de symétrie, c'est la fréquence des commissures, c'est la fréquence du tronc cérébral et c'est la fréquence de la moelle épinière. Mais je n'ai pas voulu trop rentrer dans le détail, mais c'est fondamental. D'ailleurs, cette fréquence D, nous en servons en clientèle dans les dyslexies, par exemple, puisque la dyslexie, c'est un problème commissural. Je crois que ça se passe non pas au niveau du corps calleux, mais au niveau de la commissure blanche postérieure. Mais on a les projections de la commissure blanche postérieure et nous pouvons traiter certaines dyslexies, aider en tout cas. Absolument. Ah, je suis obligé. Vous avec les fréquences de Nogier là? Les mêmes, les fréquences de Nogier que nous avons incorporées dans le... Avec quoi? Avec le G, avec le D, avec... Mais ça va dépendre de la lésion. S'il est en phase inflammatoire, je traiterai un inflammatoire. Mais il ne faut pas oublier le traitement céphalique, même si la lésion est homolée, car ça fait partie de l'ectoderme, et de laisser la mémoire... J'ai bien compris, voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment une approche... Et donc, en fait, ce n'est pas la zone qui détermine le choix de la fréquence, c'est la pathologie. Hein. Au départ, on traite l'inflammation, après on traite la reprise du mouvement avec le C, ensuite nous traitons l'intégration neurologique avec le E, l'intégration au schéma corporel avec le F, et la mémoire de la douleur avec le G, et parfois le D, donc pour établir des problèmes commissuraux. On est bien d'accord. Ça, c'est complet. C'est complet, c'est adapté, et surtout c'est évolutif, parce qu'un joueur vu au jour à J3, 2 jours après le match quand j'arrive au stade, c'est pas le même que je vais voir à J15. Il a évolué, il faut que le traitement évolue en même temps que lui. Donc il y a le parasympathique et l'orthosympathique. En récupération, je vais les traiter bien sûr en parasympathique, vous êtes d'accord? Et pour les matchs, je vais les stimuler dans un système orthosympathique. Alors, ça, c'est quelque chose que je pratiquais depuis très longtemps avec mes joueurs de foot professionnels et ils avaient l'habitude d'être traités avec du matériel de Bourdiol, de Négatron, etc., mais avec des fréquences sur des points, on va dire, énergétiques. Et pour potentialiser... C'est des points d'acupuncture ou c'est... Non, c'est les points de réflexo, voilà. Sur les reins Non, c'est au niveau vertébral et au niveau du pied, hein, des points de stimulation, va-t-on dire. Je les traite avant les matchs, donc c'est très compliqué de voir 15, en rugby 25 joueurs, mais on y arrive, c'est épuisant. Par contre, comme ils courent tous plus vite que moi, je ne peux pas les suivre sur le terrain, je leur pose sur ces points-là des petits aimants, de 1500 à 6000 gosses, ouais. Et ces aimants, je les mets en polarité stimulante pour pérenniser l'effet de ma réflexothérapie fréquentielle. Et alors, pour vous dire une anecdote pour terminer, que ce n'est pas un effet placebo. Un de mes joueurs qui était international de football, un jour m'appelle, il jouait à Nantes ou je ne sais où, il me dit écoute, je viens d'avoir une grippe, je suis fatigué, je dois jouer ce soir. J'ai dit écoute, rappelle-toi, tu mets ton doigt sur cette vertèbre au niveau du cou, tu descends, tu poses un aimant là, je lui donne par téléphone les endroits, il pose 3 aimants sur 3 points de stimulation. Et il m'appelle une semaine après, il me dit tu sais pas ce qui m'est arrivé, après ce match je n'arrivais plus à dormir. Je n'arrivais plus à dormir, il était un orthosympathique autodie, hein, alors que le sommeil c'est le parasympathique. Et c'est pendant que je me rasais, mon épouse rentre dans la salle de bain et me dit qu'est-ce que tu as fait dans le dos là? Tu t'es fait mal? Parce qu'il y avait des sparadraps qui tenaient les aimants. Donc il a enlevé les aimants de stimulation et il a pu redormir. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ça parce qu'on stimule l'orthosympathique. Imaginons qu'un sportif lambda, là, 50, 55 ans, qui fait des courses à pied, qui n'est pas trop bien suivi sur le plan cardiovasculaire. Imaginons que cette personne se pose des aimants parce qu'il a entendu... S'il a une coronaropathie masquée, il peut la décompenser. On a eu le cas avec un joueur de foot argentin à l'époque, hein, qui est mort d'un infarctus sur un terrain parce qu'il était stimulé, non pas par moi, mais par des techniques similaires. Mais on ne peut pas faire des électrocardiogrammes d'effort à tout le monde à 20 ans ou 25 ans. Il y a des malformations qui passent inaperçues. Donc si tout le monde commence à se stimuler n'importe quand, on est d'accord avec notre entraîneur que je ne vais stimuler que pour des matchs importants.